d'un individu à un autre. Donc, quand on dit un individu, donc, on parle pas spécifiquement de l'homme, mais de toute autre espèce. Donc, ça peut être une transmission interespèce, comme ça peut être intra-espèce. Donc, quand on parle d'une transmission entre un homme et un autre, donc c'est une transmission intra-espèce, et donc et interespèce, comme c'est le cas par exemple de la grippe aviaire ou la grippe H1N1, grippe porcine, donc une transmission entre l'animal et l'homme. La transmission d'une maladie infectieuse, donc elle peut se faire selon deux modes. On parle d'infection communautaire, donc quand il s'agit d'une infection qui survient dans le milieu du travail, le lieu de l'habitat, donc d'une manière plus précise, en dehors des services ou des milieux de soins. Et nous avons la particularité des infections nosocomiales que vous allez par la suite c'est une notion qui va être plus développée avec, je présume, professeur Toby. Donc, vous allez avoir plus de précision concernant les infections nosocomiales. Dans l'état actuel, ce que vous devez savoir, c'est toute infection qui survient au milieu de soins. Deuxième élément, c'est l'épidémiologie. Qu'est-ce qu'elle a comme rôle ou qu'est-ce que c'est tout d'abord l'épidémiologie? Donc, vous avez déjà une idée. Donc, c'est une étude ou c'est une science qui se consacre à l'étude de la fréquence des pathologies, de leur distribution et la distribution plus précisément des états de santé dans les populations humaines. Donc, on parle là de l'épidémiologie descriptive. Quand on essaye, par exemple, de répartir un phénomène de santé selon les tranches d'âge, selon le lieu de l'habitat, selon le sexe, donc là, c'est une distribution descriptive d'un problème ou d'un phénomène de santé. Par exemple, vous prenez une maladie vectorielle, par exemple la leishmaniose, donc c'est une maladie, par exemple, qu'on pourra décrire comme étant une pathologie qui touche les personnes qui habitent dans des régions bien déterminées, dans des régions subsahariennes, arides, où il y a beaucoup de marécages, par exemple. Vous prenez par exemple les maladies de l'enfance, par exemple la diphtérie, la rougeole, etc. Donc ce sont des maladies qui sont le plus souvent l'apanage d'une tranche d'âge bien déterminée qui se situe entre par exemple 1 an et 6 ans, voire plus. La connaissance donc épidémiologique est indispensable. Pourquoi? Parce qu'elle permet de maîtriser un problème de santé. Comment? Par les moyens de prévention. Et comme ça, on pourra cerner un problème par les mesures de prévention qui interviennent sur plusieurs niveaux qu'on va avoir par la suite. Donc, dans le domaine des maladies infectieuses, l'épidémiologie, elle va au-delà de l'évaluation d'un problème de santé. Donc, au-delà de la description qu'on vient de voir, la description dans le temps, dans l'espace et selon la caractéristique de lieu, celle-ci elle peut également apporter un plus concernant le comportement ou la connaissance du comportement de l'agent infectieux. Comment cet agent infectieux, c'est-à-dire la physiopathologie de cet agent, et comment il engendre le problème de santé, comment il engendre la maladie, comment ce dernier se transmet d'un être humain à un autre, et comment et pourquoi une personne développe des symptômes alors qu'une autre non. Donc c'est ça, ce sont les objectifs en quelque sorte de l'épidémiologie qui vont au-delà de la description. Donc le profil épidémiologique, donc en fin de compte, permettra d'agir, bien sûr, dans la mesure des moyens disponibles pour interrompre la chaîne de transmission. Quand on parle de moyens disponibles, bien sûr, c'est selon les priorités. Donc, si vous avez par exemple un problème qui est lié à l'eau,
une maladie qui est transmise avec une transmission hydrique. Donc, l'action principale portera sur le problème de l'eau. Donc, si le problème se situe dans le réseau de l'eau de ville, donc il faut arrêter l'approvisionnement et proposer une solution alternative qui sera provisoire certainement. C'est par exemple l'approvisionnement par citerne. Et si par exemple le problème se situe actuellement, par exemple, si on prend l'exemple de la grippe, plutôt de la COVID-19, donc les meilleures mesures que nous sommes en train de promouvoir depuis un certain temps, c'est le port de masque, la distanciation sociale et l'hygiène des mains. Donc, ce sont des mesures qui sont assez simples à pratiquer, à respecter, et ça a apporté beaucoup de bénéfices, certainement. Et donc, c'est de cela ce sont les éléments dont je parle. Donc, devant chaque problème, nous avons des priorités à prendre et à traiter en urgence et selon les moyens. Donc, on ne peut pas, par exemple, en matière de la COVID-19, parler de vaccination alors qu'elle n'existe pas. Donc, c'est un petit peu, c'est de ça dont je parle. Donc, les buts de l'épidémiologie de maladies transmissibles, tout d'abord, en matière de santé de la communauté, de santé de la population, tout d'abord, c'est analyser les données qui sont liées aux maladies transmissibles. Donc, dans l'ensemble des pays, je dirais, du monde, il y a un système de surveillance des maladies transmissibles. Et ce système de surveillance, il est basé sur le recueil de l'information. Ce recueil-là va permettre avoir une situation de problème de santé dans une communauté. Donc, le recueil de l'information portera sur l'identification de la personne, l'âge, le sexe, son milieu d'habitat, son milieu de travail, sur les facteurs, par exemple, ou les signes cliniques de la maladie, ainsi de suite. Et par la suite, le recueil va être suivi par une analyse et une interprétation pour établir par la suite un plan d'action pour lutter contre ce problème de santé. Ça, c'est le premier but. Le deuxième, c'est la mise en place d'un programme. Donc, si un petit peu je reviens en arrière, après l'analyse ou faire le constat d'un problème de santé dans une communauté quelconque, donc nous avons un problème qui est lié à l'eau, donc le programme devrait porter sur des actions pour lutter contre les problèmes qui sont liés à l'eau. Si dans une communauté, nous avons des problèmes qui sont liés à des maladies vectorielles, donc l'action devrait porter sur la lutte contre le vecteur, la mouche, le moustique, ainsi de suite. Le deuxième grand axe en matière de l'épidémiologie des maladies transmissibles, c'est la recherche étiologique. Donc, c'est un petit peu la mise en cause ou la recherche de liens de causalité entre l'existence d'un problème de santé et un facteur déclenchant. C'est beaucoup plus, c'est l'apanage des enquêtes étiologiques. Donc, vous avez une maladie, un état initial et un état subséquent. On va dire un état final. Et l'état final est conditionné par l'existence de certains facteurs contributifs, qu'on appelle parfois les facteurs de risque. Troisième grand axe, c'est l'évaluation. Donc, vous avez, si je reviens au premier élément qui est la santé communautaire, donc on parlait d'une situation, d'un problème de santé dans une communauté, qui est par la suite proposé, donc qui est un petit peu réglé par un programme de santé. Ce programme-là devrait être évalué dans le temps. Est-ce que ce programme a apporté les objectifs ou a atteint les objectifs souhaités? Est-ce qu'il est défaillant? Est-ce qu'il devrait être revu en totalité ou partiellement? Donc, c'est ça l'évaluation. Donc, c'est l'évaluation des activités sanitaires de prévention. Et puis, vous avez l'application des méthodes épidémiologiques en médecine clinique infectieuse pour améliorer
la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire, par exemple, parfois, nous faisons le constat d'une résistance bactérienne vis-à-vis d'un antibiotique. Donc, l'épidémiologie pourra apporter, à travers l'analyse et la recherche étiologique, à clarifier l'origine de cette résistance. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un abus de prescription? Est-ce qu'il y a un problème de respect de la durée du traitement? Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'épidémiologie pourra apporter des améliorations ou des solutions à des problèmes de santé ou de médecine clinique. Nous avons également l'approche intégrée de la surveillance. C'est en quelque sorte un système qui est basé sur la transmission rapide et efficace de l'information dans un système de santé ou dans un système de surveillance de la base jusqu'au sommet. C'est un petit peu ce que nous appelons l'approche intégrée. Donc, tous les acteurs qui interviennent dans la surveillance d'un système de santé sont impliqués de la base, au niveau des structures de base, les EPSP, ou les centres de soins, jusqu'au sommet qui est le ministère de la Santé en Algérie. Et puis, vous avez la modélisation. Qu'est-ce que c'est? Donc, à travers le recueil de l'information, à travers la surveillance épidémiologique, nous faisons, on fait des constats. À Batna, nous avons un problème de tuberculose, par exemple, extrapulmonaire. Là, nous avons un problèmes qui sont liés à l'eau en période estivale. Parce que, à travers l'étude ou à travers le recueil d'informations dans le temps, nous avons pu avoir une expérience d'eau, des problèmes de santé qui sont liés à l'eau. Donc, nous pourrons anticiper et proposer des solutions. Et également, on pourra parler de modélisation quand on parle, par exemple, d'un seuil épidémique. Quand est-ce qu'on parle d'une épidémie? Nous, par exemple, chaque année, nous recueillons des cas de méningite à méningocoque, par exemple, ou là, des méningites virales d'une manière générale. Quand est-ce qu'on parle d'une épidémie de méningite? Donc, si le seuil épidémique qui est déjà préétabli, qui est déjà connu, est franchi. D'habitude, dans les années qui précèdent, chaque année, on recense 3 cas de méningite à méningocoque sur une période de 3 mois. C'est un exemple, d'accord? Donc, vous avez un système qui surveille ou qui recense l'ensemble des cas qui sont déclarés, qui sont recueillis ou qui sont diagnostiqués. Donc, si nous avons dans la ville de Batna plus de 3 cas de méningite à méningocoque qui sont déclarés dans un mois, donc nous sommes devant une situation d'épidémie. Si le chiffre est en deçà de 3, ce n'est pas une épidémie. 4, donc c'est le seuil épidémique qui est de 3 est franchi, donc c'est une épidémie et on devrait déclarer ou signaler, sonner l'alerte. On passe maintenant aux éléments de la chaîne de transmission. Donc, c'est l'ensemble des causes, des conditions et des circonstances qui permettent ou favorisent la transmission d'un agent pathogène de son réservoir initial vers un autre réceptif. Donc, vous avez 4 maillons. Vous avez bien sûr l'agent pathogène, vous avez son réservoir, vous avez son mode les différents modes de transmission et bien sûr l'autre réceptif qui est le sujet à être contaminé. L'action de prévention, elle pourra porter sur un maillon ou sur plusieurs. Et elle sera d'autant plus efficace que le maillon est plus fragile. Donc, si par exemple on constate que la meilleure action c'est de prescrire un antibiotique, donc il faut agir sur l'agent pathogène. Si on juge que le mode de prévention ou d'action le plus efficace pour rompre la transmission, c'est d'agir sur
le mode de transmission ou le vecteur, le problème lié à l'eau, donc on arrête l'approvisionnement en eau et on trouve d'autres solutions. S'il s'agit d'un vecteur, donc il faut faire de l'aspersion, par exemple, ainsi de suite. Donc, on va essayer de les voir un par un. Donc, on commence par l'agent pathogène. Donc, bien sûr, ils sont présents au niveau des réservoirs. Et l'agent pathogène, comme vous les connaissez tous, donc peuvent être des virus, soit des parasites ou des bactéries. Et il y a même ceux qui parlent d'agents infectieux non conventionnels, c'est-à-dire les agents infectieux non conventionnels. On fait beaucoup plus allusion à la protéine qui a été identifiée la première fois lors de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qu'on appelle communément la maladie de la vache folle. C'est une protéine qui n'est pas ni classée ni virus, ni parasite, ni bactérie, et ça s'appelle le prion. Prion. Donc, tout agent infectieux est caractérisé par un pouvoir pathogène. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est sa capacité à engendrer la maladie. Donc, un agent infectieux pourra provoquer ou engendrer la maladie, soit par sa multiplication, soit par sa sécrétion d'une substance chimique qu'on appelle une toxine, ou par un autre moyen, ou une autre méthode. Donc, c'est son pouvoir pathogène. La deuxième des choses, c'est la virulence, c'est son intensité à provoquer ces symptômes. Donc, c'est sa capacité de se multiplier dans l'organisme. La virulence d'un germe donc, dépend de l'hôte, mais également des facteurs propres au germe, tels que le pouvoir de multiplication et la production éventuelle de substances. Là, un petit peu, je sais que le premier élément qui est le pouvoir et la virulence un petit peu se ressemblent et se rejoignent, mais donc si on peut clarifier ou simplifier les choses, donc le pouvoir pathogène, on peut le résumer, c'est par exemple c'est le nombre de bactéries ou le nombre d'agents infectieux nécessaires pour que les symptômes s'installent, alors que les virulences, c'est un petit peu par quel mécanisme cet agent infectieux intervient ou provoque la maladie. Donc, pouvoir pathogène, c'est le nombre d'agents infectieux nécessaires pour que la symptomatologie apparaisse, et la virulence, c'est comment celle-ci s'installe. La contagiosité, par contre, donc c'est comment l'agent infectieux se transmet d'un homme ou d'un être vivant à un autre. Et celle-ci, pardon, celle-ci, elle diffère d'un agent, bien sûr, d'un agent infectieux à un autre. La contagiosité, elle peut être pratiquement nulle, par exemple, pour les brucelloses, parce qu'il n'y a pas de transmission interhumaine. C'est la symptomatologie, elle s'installe après la consommation de lait cru ou de produits laitiers crus. Vous avez une transmission faible avec, par exemple, la scarlatine et une transmission qui est très élevée, bien sûr, avec, par exemple, la rougeole, la grippe ou la poliomyélite. C'est une transmission beaucoup plus aérienne ou manuportée. Deuxième élément de la chaîne de transmission, donc, c'est le réservoir. Bien sûr, c'est le réservoir, il héberge l'agent infectieux et il permet sa multiplication ou simplement sa survie. Vous avez bien sûr trois grandes familles. Vous avez le réservoir humain qui est constitué de porteurs malades ou sains. Vous avez le réservoir animal qui est constitué essentiellement des gros mammifères et plus rarement de rongeurs. Et nous avons également le réservoir inanimé, comme le réservoir tellurique
pour le tétanos, par exemple, ou le Clostridium botulinum, vous avez également des réservoirs inertes tels que le pourtour des piscines ou le trop-plein de lavabo. Donc, c'est ce petit trou-là qui fait évacuer l'eau, le surplus de l'eau. Bien sûr, c'est un réservoir par excellence pour la multiplication bactérienne. Et c'est pour cela que ce type de lavabo est proscrit, il est interdit au niveau des structures de santé. Donc, peut-être que vous avez déjà remarqué ça, les lavabos, les lave-mains utilisés dans les structures de santé ne sont pas dotés de trop-plein. Ce sont des lavabos avec une surface lisse et c'est une sorte de lavabo d'habitude qui est assez profonde pour faire couler l'eau sans éclaboussure, donc, et minimiser au maximum le risque d'infection. Vous avez également le réservoir hydrique, alimentaire ou aérien hydrique, donc pour un certain genre un type de bactérie qui est transmis par l'eau. Et par exemple, vous avez les salmonelles, surtout les salmonelles majeures, typhi, paratyphi, alimentaire, par exemple les salmonelles mineures, le staphylococcus et le staphylocoque également, et aérien comme les virus respiratoires, comme c'est le cas actuellement de la COVID-19. Donc, on passe au mode de transmission. Nous avons deux grands types de modes de transmission. La transmission horizontale qui prédomine, bien sûr, soit par un mode direct ou par un mode indirect. Et nous avons également la transmission verticale, et c'est qui est pratiquement connu comme une transmission materno-fœtale. Donc la transmission horizontale, soit par contact, tout d'abord la transmission directe, soit par contact direct de personne à personne, par plusieurs moyens, soit en mode aérien, les gouttelettes, très fines gouttelettes, par exemple la tuberculose pulmonaire, les gouttelettes de fluide ou les gouttelettes de salive, comme c'est le cas du méningocoque. Peut-être même, on pourra classer la transmission du Covid-19, de la Covid-19 dans ce type de transmission. Ce sont des gouttelettes qui sont un petit peu d'un poids moléculaire assez conséquent. Vous avez également la transmission par les mains, la transmission manuportée. C'est beaucoup plus une transmission qui est liée à l'hygiène, donc soit par et ça se voit beaucoup plus donc dans des conditions un petit peu défavorables d'hygiène. Nous avons également la transmission sexuelle et sanguine. Des exemples, il y en a assez, et je pense que vous les connaissez tous. Pour ce qui est toujours de la transmission directe, nous avons également le contact direct avec un animal contaminé ou malade. Par exemple, la fièvre Q, vous avez la transmission cutanée également, ou la morsure et la piqûre. La morsure, donc l'exemple type, c'est la rage, et vous avez pour les piqûres, par exemple, la maladie de Lyme. La transmission directe par par un intermédiaire inerte ou animé, donc soit une transmission liée à l'eau et à l'alimentation, donc beaucoup plus c'est le cas des toxi-infections alimentaires collectives, donc là c'est suite à la consommation d'un aliment ou de l'eau contaminée. Vous avez également l'exemple de la transmission qui est liée au sol, donc et le troisième type d'exemple, c'est la transmission qui est liée à un vecteur comme les moustiques, les mouches, ainsi de suite. Pour ce qui est donc de la transmission verticale, c'est donc réservé à une transmission materno-fœtale. Et les exemples les plus typiques, c'est la toxoplasmose, le VIH, etc.
Quatrième maillon, donc c'est l'hôte. Et c'est tout être vivant hébergeant un agent infectieux. Et ce qui caractérise un hôte réceptif, donc c'est sa réceptivité. C'est comment cet hôte-là réagit vis-à-vis de l'agent infectieux qui envahit ce corps-là. Donc, et cette réaction ou cette réceptivité, elle est conditionnée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les facteurs qui sont individuels, tels que l'âge. Donc, certainement, nous sommes tous d'accord que les extrêmes âges, les petits-enfants et les personnes âgées sont plus vulnérables que les personnes adultes. Le sexe, parfois, par exemple, il y a beaucoup d'exemples où on constate qu'il y a une pathologie qui est l'apanage d'un sexe par rapport à un autre. Et parfois également l'état nutritionnel qui, bien sûr, conditionne l'apparition et la symptomatologie d'une maladie. Vous pouvez par exemple prendre l'exemple de la tuberculose pulmonaire ou la tuberculose d'une manière générale. Donc, c'est une maladie de la pauvreté, des conditions défavorables. Donc, quand une personne qui n'a pas un abri, respectueux, elle se nourrit pas correctement, elle n'a pas accès à l'eau, elle n'a pas accès à un foyer, elle n'a pas accès aux sources du réchauffement. Donc, ce sont des conditions qui favorisent l'apparition d'un problème tel que la tuberculose. Bien sûr, également, on parle de l'immunité. L'immunité également, elle est conditionnée par d'autres facteurs qui sont, par exemple, l'âge, le sexe et ainsi de suite. Le deuxième type de conditions ou de facteurs, c'est les conditions d'hygiène. Donc, les mauvaises conditions d'hygiène favorisent, bien sûr, ou conditionnent la réceptivité de l'homme, de l'hôte, à cet agent infectieux. Nous avons également les conditions socio-économiques qui peuvent rejoindre les conditions individuelles dans certains cas. Donc, c'est le problème d'habitat dont je parlais tout à l'heure concernant la tuberculose, problème donc, de promiscuité également, la vie de collectivité, en collectivité. Donc, ce sont des facteurs qui favorisent l'apparition d'un problème de santé par rapport à un autre. Et bien sûr, ça impacte directement la persistance ou la survenue de ce problème-là dans cette communauté. Donc, par exemple, si vous prenez les crèches ou les casernes, toujours on constate quand il y a un problème qui est lié, par exemple, à l'eau, à l'alimentation, l'ensemble de la majeure partie des habitants, des personnes qui résident dedans, donc seront touchés parce que ils ont, par exemple, consommé un repas commun. Et ça, ça explique pourquoi les conditions socio-économiques sont considérées comme un facteur favorisant ou qui modifie la réceptivité de l'hôte. Vous avez également les conditions climatiques. Bien sûr, nous savons tous, par exemple, que les maladies respiratoires sont beaucoup plus fréquentes en période hivernale. Et de l'autre côté, en période estivale, c'est beaucoup plus, ce sont des problèmes qui sont liés à l'eau, à la restauration collective, l'organisation de fêtes familiales, ainsi de suite. Les indicateurs qui mesurent la fréquence d'une maladie, certainement vous les avez déjà vus dans les cours précédents, mais c'est un petit rappel. Donc, le taux de prévalence, qui est le nombre de personnes atteintes d'une maladie dans une population à un moment donné. Moi, j'ai toujours préféré de simplifier la prévalence par 3 mots. Peut-être. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur la prévalence? C'est un indicateur qui mesure la présence d'une maladie ou d'un phénomène de santé. Donc, la prévalence, elle mesure la présence d'une maladie. Par contre, l'incidence, elle mesure l'apparition d'un phénomène de santé. Donc, si un petit peu on essaye de
d'expliquer les deux mots. Donc, présence, donc, je ne cherche pas à savoir quand est-ce que le phénomène s'est installé. Donc, l'essentiel, il existe. Donc, la prévalence, c'est la présence de la maladie. Je dis donc nouveau ou pas nouveau. L'essentiel, il existe, il est diagnostiqué, il est connu. Alors que l'incidence, c'est l'apparition, donc c'est nouveau, il n'existait pas avant. Donc, c'est ça la grande différence, si vous voulez, entre la prévalence et l'incidence. La prévalence, elle mesure la présence d'un problème de santé, et l'incidence, elle mesure l'apparition d'un problème de santé. Le taux d'attaque ou l'incidence cumulée, ce sont des termes qui sont caractérisés, qui sont spécifiques un petit peu à une épidémie ou à un épisode épidémique. Donc, c'est une incidence, le taux d'attaque est un terme qui correspond à une incidence, mais ça s'utilise dans des cas où il y a beaucoup de cas, par exemple, où un phénomène de santé qui est assez important et qui devrait être mesuré de manière très régulière et très rapprochée. Par exemple, actuellement, pour les cas de coronavirus, les cas de Covid-19, on parle d'une incidence quotidienne. Donc, chaque jour, nous avons de nouveaux cas. Donc, le taux d'attaque quotidien, il varie, par exemple, en Algérie, entre 300 et 1000 cas. Donc, je ne pense pas que nous n'avons pas dépassé 1000 diagnostiqués par PCR. Et le chiffre le plus bas était aux alentours de 100, là, un petit peu moins au début du problème. Donc, allez voir le taux d'attaque. La prophylaxie, on arrive à la prophylaxie. Donc, c'est une stratégie de lutte contre les maladies transmissibles et qui peut se résumer en 3 grands axes. Vous avez tout d'abord la prophylaxie qui intervient sur le réservoir. Donc, les actions doivent porter sur le réservoir de l'agent pathogène. Le deuxième axe, c'est quand les actions portent sur la transmission. Et en troisième position, c'est la prophylaxie de la réceptivité. De toutes les façons, l'objectif ultime, c'est d'arrêter la transmission. Donc, c'est rompre la chaîne de transmission, quel que soit le niveau de l'action, au niveau du réservoir ou de la transmission. L'objectif est toujours le même, c'est rompre la chaîne de transmission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter un problème de transmission ou de maladie infectieuse en agissant sur le réservoir? Tout d'abord, on peut, par exemple, isoler les cas, comme on le fait actuellement pour la COVID-19, soit par hospitalisation ou la mise en quarantaine à domicile, pour éviter la propagation. Deuxième action, on pourra traiter les cas et les porteurs sains. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cas des méningites à méningocoque. Donc, quand il y a un cas qui a été diagnostiqué cliniquement et biologiquement, donc il est mis sous traitement, le cas il est hospitalisé, mis sous traitement, et son entourage devrait être obligatoirement vacciné et mis sous antibioprophylaxie. Qu'est-ce qu'on pourra également proposer ou faire pour arrêter la transmission au niveau du réservoir? C'est surveiller les cas suspects et essayer de les détecter. C'est ce qu'on fait actuellement quand on essaye d'identifier les cas contacts d'un cas COVID-19. Donc, une enquête se déclenche automatiquement pour identifier les cas contacts, pour les suivre pendant 14 jours. S'ils présentent des symptômes, donc ils seront considérés comme des cas potentiellement positifs. Donc, c'est ça l'intérêt de la surveillance des cas suspects. Quatrième action, c'est lutter contre le réservoir animal pour éliminer l'action vectorielle vis-à-vis des différentes affections. Donc, quand il y a une maladie qui est transmise de l'animal à l'homme via un vecteur, donc l'action, c'est par exemple de traiter les animaux malades ou de les éliminer s'il n'y a pas d'autre moyen. Parfois, nous ferons appel à la vaccination ou à
à l'aspersion, il a d'autres moyens de lutte contre le vecteur, quand on peut agir sur le vecteur. Donc, tout dépend du problème. L'essentiel, là, c'est un petit peu d'arrêter la transmission entre le réservoir et l'hôte, quand il s'agit d'une maladie, d'une zoonose ou une anthropozoonose. La déclaration des cas aux institutions, là, c'est un acte, là, c'est une action qui est trop importante, qui est malheureusement marginalisée jusqu'à maintenant. Et nous allons voir par la suite quelques notions très importantes sur la déclaration des maladies infectieuses. Nous avons également la surveillance continue par des différents organismes de ces maladies. Donc, parfois, on peut considérer une maladie comme une maladie à déclaration obligatoire, alors qu'auparavant, elle ne l'était pas, parce que auparavant, elle ne posait pas beaucoup de problèmes au sein de notre communauté, mais actuellement, si on peut prendre l'exemple, par exemple, d'une maladie qui avait disparu, la variole, par exemple, ou la peste, c'est une maladie qu'on peut dire qui a été presque éliminée ou éradiquée, mais si on recense un cas de ces maladies-là considérées comme maladies rares ou disparues, c'est l'alerte. Il faut la déclarer immédiatement et commencer l'investigation pour identifier les causes et le mode de transmission de celle-ci et arrêter la transmission. Le deuxième grand axe de la prophylaxie, c'est quand on agisse, c'est d'agir sur la transmission. Donc, maladie à transmission directe, comme si le cas, par exemple, des maladies à transmission aérienne, donc l'éducation, l'IEC, donc l'abréviation IEC, donc elle fait appel à l'information, l'éducation, communication, ce sont les actions de vulgarisation et de sensibilisation qu'on fait auprès de la population pour promouvoir les moyens de protection et un mode de vie sain. Par exemple, ce qu'on faisait depuis le début de cette épidémie de la COVID-19, en essayant de promouvoir l'usage des solutions hydroalcooliques, l'hygiène des mains, la distanciation sociale, le port de masque, ainsi de suite. Donc tout ça entre dans le cadre de l'éducation et la communication. Dans le cas des maladies à transmission hydrique, donc la meilleure action, c'est l'hygiène du milieu. C'est respecter l'hygiène du milieu. Quand on installe un réseau d'eau de ville et un réseau d'eau d'assainissement, donc il faut toujours respecter avec le mode parallèle, toujours l'eau de réseau d'assainissement, elle est toujours en dessous du réseau de ville et il faut toujours éviter le croisement des réseaux, donc toujours ils sont installés d'une façon parallèle, pas de perpendiculaire. Il y en a toujours, c'est un petit peu, on parle en langage commun, l'eau d'assainissement, le منتهزيك toujours يكون لتحت et l'eau du robinet, l'eau de réseau, تكون الفوق. Donc, pour éviter tout risque de contamination s'il y a rupture de la tuyauterie ou la décanalisation. Pour ce qui est des maladies à transmission vectorielle, donc, la meilleure des actions, c'est lutter contre le vecteur par la désinfection, la désinsectisation et par l'aspersion d'insecticides. Pour les maladies contrôlables par la vaccination, donc, bien évidemment, le meilleur des moyens, c'est de vacciner la population à risque et augmenter le niveau de la couverture vaccinale. La couverture vaccinale, c'est un petit peu le pourcentage des personnes qui devraient être vaccinées au sein d'une population. Si on prend par exemple la vaccination, la couverture vaccinale contre la rougeole en Algérie. Donc, elle pourra être calculée à l'âge de, par exemple, donc, auparavant, on faisait la vaccination à 9 mois seulement. Et puis, l'actualisation, nous avons ajouté une deuxième prise à l'âge de 6 ans, à l'âge
de l'accès à l'école. Actuellement, je pense, on fait si je ne me trompe pas, donc on fait la vaccination à l'âge de 12 mois ou de 11 mois, avec un rappel à l'entrée de l'école. Pourquoi nous avons augmenté, ou là nous avons ajouté une deuxième prise? Parce que nous avons constaté que beaucoup d'enfants ne développent pas d'anticorps assez suffisamment à l'âge de 6 ans. Donc, cette deuxième prise, elle permet donc une meilleure séroconversion. Et donc, la couverture vaccinale, c'est on prend par exemple la vaccination, la première dose de 12 mois, donc la couverture vaccinale chez les enfants âgés de 12 mois, la couverture vaccinale contre la rougeole, c'est le nombre d'enfants âgés de 12 mois révolus correctement vaccinés sur le dénominateur fait la totalité des enfants vaccinés et non vaccinés. Donc c'est un pourcentage qui varie entre 0 et 100%, et plus il se rapproche de 100%, plus il est meilleur. Nous avons toujours eu un problème de couverture vaccinale contre la rougeole. Il se situait entre 75 et dans le meilleur des cas à 80%, et peut-être avec ces nouvelles mesures, ça va permettre un petit peu d'augmenter cette couverture vaccinale pour joindre les 90%. Pour d'autres, par exemple, antigènes, comme le vaccin antipoliomyélitique, la couverture vaccinale, elle dépasse largement les 90%. Parce que c'est un vaccin qui est administré auparavant par voie et jusqu'à maintenant par voie orale. C'est un vaccin qui est très disponible et il est administré dès la naissance. Donc, on pourra, d'habitude, quand on parle de la couverture vaccinale de la poliomyélite, c'est un vaccin, c'est une couverture qui est calculée sur plusieurs niveaux. Donc, à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois de la vie, puis à 18 mois et à 6 ans. Toujours dans le cadre de la transmission, la prophylaxie de la transmission, quand on parle d'infection nosocomiale, brièvement, donc c'est la surveillance. Il y a un système de surveillance des maladies, des infections nosocomiales, et chaque infection, si elle est déclarée, elle doit être obligatoirement signalée et traitée et identifier son origine. L'un des moyens de lutte contre les infections nosocomiales, c'est la réduction au minimum des transmissions de personne en personne. Donc, si une personne est connue comme ayant une maladie, une infection nosocomiale, elle doit être, quand il s'agit d'une infection hautement contagieuse, donc elle doit être isolée, limiter le nombre de personnels soignants qui se rapprochent de cette personne, ainsi de suite. On pourra également proposer la suppression de la contamination par le matériel. Donc, c'est tout l'intérêt de la stérilisation et d'utilisation des autoclaves au lieu du poupinel qui est formellement proscrit. L'assainissement régulier et systématique des surfaces et du milieu ambiant. Donc, c'est l'entretien des surfaces et du moyen utilisé surtout dans la chirurgie et les soins intensifs. Pour ce qui est des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles, donc c'est beaucoup plus l'éducation, la confirmation biologique de la maladie, traitement synchronisé, synchrone des partenaires, éducation bien sûr, et le dépistage. Tout ça est un ensemble d'actions qui pourra réduire ce type de pathologie. Le troisième grand axe, c'est la réceptivité. Donc, les mesures de prévention peuvent être générales, donc elles concernent l'ensemble des aspects de la salubrité, c'est-à-dire promouvoir l'hygiène dans le milieu, la propreté ou l'hygiène au niveau des surfaces commerciales, au niveau des surfaces de loisirs, ainsi de suite, et également les mesures
liées à l'individu. Donc, c'est l'hygiène beaucoup plus corporelle et l'hygiène alimentaire. Bien laver les fruits, les légumes, bien sûr, utiliser de l'eau potable pour la préparation d'aliments, par exemple, ainsi de suite. Pour ce qui est des mesures spécifiques, elles diffèrent selon la maladie. Nous avons l'exemple, par exemple, l'exemple de la sérothérapie ou la séroprophylaxie, c'est quand il s'agit d'une immunisation passive, donc l'utilisation de sérum anti-scorpionique ou la sérum antitétanique. Vous avez également l'immunisation active, bien sûr, qui fait appel à la vaccination, donc à développer des immunoglobulines propres à l'individu. Et nous avons un troisième exemple qui est la chimio, l'antibioprophylaxie, quand il s'agit d'une maladie qui nécessite la prise d'un traitement bien avant, par exemple, pour le paludisme, bien avant de séjourner dans une région endémique. Donc, prendre un antipaludéen avant de séjourner, avant de se déplacer, durant le séjour et pendant un certain temps après le retour chez soi. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la déclaration des maladies, qui est une action très importante. Elle est obligatoire également pour un certain nombre de maladies, mais malheureusement, jusqu'à l'état actuel, elle est souvent marginalisée, malgré qu'elle est bien réglementée et elle fait appel à des lois qui sont bien claires. Pourquoi on parle de maladies à déclaration obligatoire? Là, les maladies à déclaration obligatoire, c'est un ensemble de maladies hautement contagieuses ou à risque d'entraîner des épidémies. Et donc, ce type de maladie nécessite le signalement aux autorités locales et internationales parfois. Ces cas-là, quand nous recensons, là, nous sommes devant un cas qui est suspect et considéré comme une maladie à transmission, plutôt une maladie à déclaration obligatoire. Donc, cette personne-là, ce cas-là devrait être notifié et déclaré immédiatement aux autorités locales et parfois même internationales. Donc, les maladies avec déclaration obligatoire, c'est une liste, une série, est un ensemble de maladies qui fait l'objet d'une transmission obligatoire de l'information. Cette information, elle porte beaucoup plus sur l'identification du malade et les symptômes qu'il présente et la durée de cette symptomatologie. Donc, la transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire. Bien sûr, la liste, elle diffère d'une région, d'un pays à un autre. La liste de l'Algérie, elle ne pourra pas être celle d'un pays développé ou d'un pays subsaharien. Donc, chaque pays, il a sa propre liste de maladies à déclaration obligatoire qui est conditionnée par des éléments, des arguments beaucoup plus liés à l'environnement et au mode de vie de cette population. Pourquoi on déclare une maladie qui figure sur cette liste? C'est tout d'abord pour intervenir rapidement afin d'investiguer et limiter une épidémie. Deuxième objectif, c'est analyser l'évolution dans le temps de ces maladies. Donc, c'est une sorte de recueil d'informations pour voir est-ce que nous sommes devant une augmentation, une stabilisation ou une régression de ces maladies ou de cette maladie. Troisième objectif, c'est la prévention des risques ultérieurs d'épidémie. Donc, quand nous avons un système de surveillance fiable qui suit bien la situation, il pourra proposer un programme de lutte qui va régler le problème d'une manière définitive et évitera par la suite l'apparition d'épidémies dans le futur. Quatrième objectif, c'est l'adaptation des politiques de santé publique aux besoins de population. Et on revient à l'action selon les moyens dont on dispose. Et dès qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'eau, je dois agir pour régler le problème d'accès à l'eau. Je vais vous construire un terrain de football alors que les gens n'ont pas l'accès à l'eau potable. C'est ça
l'adaptation des politiques ou des priorités de santé selon les besoins. Qui est tenu à déclarer ces maladies-là? Tout d'abord les médecins, que ce soit dans le cadre libéral ou là au niveau des structures publiques, et bien évidemment les biologistes et tout responsable au niveau des services là, des unités de biologie, les laboratoires publics ou privés. Comment une maladie est considérée comme étant une MDO, maladie à déclaration obligatoire? Parce que c'est une maladie tout d'abord qui nécessite une intervention urgente. Et dans ce cas, donc, le signalement se fait par tous les moyens qui sont appropriés. Le moyen le plus simple avec lequel nous travaillons, c'est un petit support de sorte de tableau sur lequel on inscrit le nom et le prénom du patient, l'âge et son adresse et son numéro de téléphone, tout simplement. Par la suite, si nous avons d'autres arguments, une confirmation biologique ou autre chose, elle pourra être adjointe à ce document-là. Et ce document devrait être, actuellement, nous n'avons plus de problème de communication et vous avez le téléphone, vous avez le fax, vous avez Internet. Donc, la communication est très facile. Deuxième critère, c'est les maladies pour lesquelles une évaluation d'un programme de lutte est nécessaire afin de mesurer l'efficacité. Et ça, c'est l'exemple d'un système de santé qui essaye de résoudre, ou d'un programme de santé qui essaye de résoudre un problème lié à une pathologie. Par exemple, à un certain temps, nous avons proposé pour traiter l'eau l'utilisation de la brique poreuse ou là les galets de chlore. Et par la suite, vous voulez vérifier est-ce que ce programme-là de la décontamination, de la désinfection de l'eau potable, est-ce qu'il a donné ses fruits? On pourra à un certain temps évaluer le nombre de maladies qui sont liées à l'eau, les maladies à transmission hydrique, est-ce qu'il a régressé ou pas? Donc, si nous avons constaté, ou là, si on constate que le nombre de le taux, de manière générale, de ces maladies-là a régressé, on pourra renforcer ce programme ou là, le maintenir parce qu'il a donné de bons résultats. Si ce n'est pas le cas, il faut penser à une autre stratégie plus radicale et plus efficace. Une fois que une maladie ou là, un confrère vous a déclaré un cas d'une maladie à déclaration obligatoire, automatiquement une enquête épidémiologique se déclenche pour tout d'abord confirmer qu'il s'agit d'un cas réel d'une maladie à déclaration obligatoire. Si on confirme celle-ci, donc on passe au mode d'action et bien sûr, comme je disais depuis tout à l'heure, la première, toujours le but ultime, c'est rompre la transmission et arrêter l'apparition de nouveaux cas. Voilà, donc c'était le dernier élément de notre cours, chers auditeurs. Et vous avez enfin cette annexe qui un petit peu revient sur la liste des maladies à déclaration obligatoire dans la réglementation algérienne. Donc, c'est une liste qui est fixée par la circulaire numéro 1 du 5 janvier 2014 et qui actualise celle de 30 décembre 2013. Et bien avant, il existait celle de 17 novembre 1990. Donc, c'est une liste de 39 plus 10 maladies pour une surveillance internationale. Merci pour l'écoute et si vous avez bien sûr des questions,